on va peut-être revenir en France. On va faire un petit zigzag géographique puisqu'on va aller plutôt de l'autre côté, encore plus à l'ouest qu'ici. On va aller dans le Finistère. Et on va demander à Bertrand Fenol. Jean-Paul, tu le présentes. Bertrand Fenol, président de la CME du CHRU de Brest, PUPH en chirurgie infantile, chef de service. Il a passé son doctorat en 87 et il nous intéresse particulièrement aujourd'hui, cet après-midi, pour ce qu'il y a dans la rubrique fonctions diverses de son CV. Mission sur la restructuration de l'hôpital Morvan, c'était en 2002. Mission pour le compte de l'ARH de l'époque sur un projet médical commun au CHU de Brest, à celui de Carhaix, Morlaix, Quimper. Il a ensuite bossé sur le pacte de confiance qui était la mission Couty en 2012. Il a aussi bossé pas mal pour le service de santé des armées. Et puis, une de ses dernières missions, c'était de réaliser un diagnostic sur l'offre territoriale de santé dans le pays de Bocage, de Basse-Normandie. Je ne sais pas trop où est le pays du Bocage, mais il va nous expliquer. Et c'est là aussi où, je crois, il a eu l'occasion de croiser encore la route d'un dénommé Benoît Péricard. Non ? Absolument, je vous remercie. Il ne fallait pas tout reprendre dans le CV. Hein, la particularité, enfin c'est ce qu'on m'a demandé d'évoquer aujourd'hui, c'est l'implication du CHU d'un CHU dans un territoire. Alors on a été confronté au territoire assez brutalement en 2008 avec l'histoire de Carhaix, qui est passée dans l'actualité. Je ne vais pas revenir sur tous les événements, sauf sur certains aspects. Puis on a commencé à travailler avec l'hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre en 2009, qui va aboutir à une très forte mutualisation, comme c'est le cas pour un certain nombre d'hôpitaux militaires avec l'hôpital public. Puis on a construit une CHT, avec 2 hôpitaux généraux et surtout, ce qui était extrêmement intéressant, avec 4 centres hospitaliers dits ex-hôpitaux locaux. Puis enfin, on a commencé un partenariat public-privé en cancérologie avec une grosse clinique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous présenter tous ces partenariats, ce n'est pas le lieu et ça serait trop long. Il y a quelques idées générales que je voudrais exposer sur ce que c'est que l'implication d'un CHU dans son territoire, les difficultés de confronter des universitaires dans ce monde qu'ils ne connaissent souvent pas. Et ces aventures nous ont conduits à participer, par exemple, à des réunions avec des usagers. À Carhaix, on a réuni dans les halles de Carhaix la population pour savoir ce qu'elle attendait de son hôpital à l'époque, à réunir les médecins généralistes, enfin aller les voir, les médecins généralistes du Centre-Bretagne, à rencontrer bien sûr les établissements et à rencontrer aussi les élus. On n'a pas parlé depuis ce matin du rôle des élus, et le rôle des élus est essentiel. Un élu qui aide, ça va vite. Un élu qui bloque, il peut bloquer très longtemps. Et quand on rencontrait les usagers du Centre-Bretagne, eux, certains, ils veulent des soins de qualité, évidemment. Ils veulent aussi une IRM à la porte de chez eux. Les médecins généralistes veulent avoir accès à la spécialité, à des spécialistes, en cardiologie, en gastroentérologie, en endocrinologie. Les établissements veulent, pour certains, se protéger au début de la coopération. Et les élus veulent un hôpital complet, maternité si possible, maternité souhaitée, un hôpital pérenne et un hôpital qu'ils puissent utiliser éventuellement dans la campagne municipale suivante. Et ce qui nous a frappé, si vous voulez, c'est qu'il y avait en fait une confrontation culturelle, c'est-à-dire que chacun se représentait son rôle dont il ne voulait pas déroger, et que écouter le point de vue opposé et pouvoir imaginer que l'autre ne soit pas forcément dans la même conception des soins, et pour les médecins qu'on était amenés à soigner autrement, était parfois une véritable difficulté avec des véritables blocages. Je vous prends des exemples. Quand vous amenez un PUPH, on va dire un professeur de gastroentérologie à Carhaix, il voulait être PUPH à Paris.
il est à Brest. Mais déjà, il est venu à Brest. Si vous l'emmenez à Carhaix, si vous l'emmenez à Brest, de Brest, et vous lui dites maintenant il faut aller à Carhaix. Pour ceux qui ne connaissent pas le Finistère, Bertrand, redit le chemin de Brest à Carhaix. 80 km, c'est au centre. Quoi. Dans la Bretagne, il y a comme ça. Vous avez, au centre, il y a Carhaix, à droite, à l'est, on dit, il y a Pontivy. Donc c'est en plein milieu, c'est 80 km. Puis 80 km, bon, on n'a pas beaucoup de neige en hiver en Bretagne, mais c'est 80 km. Et puis c'est le symbole. Quand il a rencontré les médecins généralistes, on l'avait préparé, on lui avait dit, on va voir les médecins généralistes pour voir ce que tu peux proposer comme accès à des colonaux sur le site de Carhaix. Il est arrivé, comme Giscard avec le pétrole, il leur a présenté une ardoise avec la démographie médicale des gastro-entérologues qui diminue. Alors disons, vous voyez bien que c'est pas possible. Ça veut dire débrouillez-vous. Enfin, bon. Donc vous voyez, c'est des problèmes de culture. Quand on a été confronté à la chia, bon, les médecins militaires, c'est pas par hasard s'ils sont militaires, c'est-à-dire que vous envoyez un, et puis la semaine suivante, le pneumologue est parti au Mali ou en Afghanistan à ce moment-là, laissant sa clientèle, ses consultations, etc. Donc, aller expliquer aussi aux universitaires de leur dire il y a une consultation au praticien hospitalier, il laisse sa consultation, il y a des malades, il faut s'en occuper. Donc, si on mutualise avec eux, ils ont ce qu'ils appellent les OPEX, les opérations extérieures. C'est une contrainte. Là aussi, c'est une contrainte. Hein. Il faut la prendre en compte. Quand on a rencontré les médecins généralistes des hôpitaux locaux au moment où on a construit la CHT, ça nous a conduit d'ailleurs à faire au CHU une exposition sur les hôpitaux locaux. Ce que c'est un hôpital local. Vous demandez à un interne ce que c'est qu'un hôpital local, il est incapable de savoir ce que c'est. Il vous dit c'est un truc pour les vieux, quoi. Enfin, en gros, c'est ça. Enfin, bon. Et de montrer qu'il y avait un exercice pour un généraliste qui est un exercice particulier, qui pouvait être en partie hospitalière, et que la principale préoccupation de l'hôpital local, du médecin de l'hôpital local, c'était de trouver un successeur, parce qu'il n'est pas sûr d'en avoir dans bien des hôpitaux locaux. C'était une de ces contraintes qu'il fallait prendre en compte, et que si le CHU s'impliquait, il fallait aussi qu'il s'implique sur la démographie médicale des généralistes. Quand vous rencontrez un chirurgien d'un hôpital, on va dire Landerneau, Jean-Yves Graal était là ce matin, le chirurgien, et que vous lui dites, bon, on n'a pas besoin, Landerneau c'est à 10 km de Brest, est-ce qu'on a besoin d'une garde d'orthopédie la nuit à Landerneau? Moyennant quoi, c'est une grande partie de ses revenus. Donc ça, ici, il faut le prendre en compte et voir comment on peut, en le préservant, l'intégrer dans un système de garde où on respecte aussi ces contraintes. Quand vous allez voir dans le partenariat sur la cancérologie, un oncologue radiothérapeute de la clinique. Les oncologues de la clinique, ils sont oncologues et radiothérapeutes. Ceux de l'hôpital, ils sont soit radiothérapeutes, soit oncologues. Donc, quand on prévoit un site de radiothérapie qui est commun, il faut se dire que si c'est trop loin de son site d'exercice d'oncologie, pour lui, ce n'est pas possible. Et donc, il a lui aussi une contrainte et que le CHU doit prendre en compte. Alors, où on peut se retrouver tous, où on se retrouve, et ce qui a été évoqué dans la loi de santé, c'est sur le diagnostic territorial partagé. C'est sur des choses assez pratiques et sur que veut-on comme qualité des soins dans le territoire. Alors, on a parlé comme outil du système d'information. Partager le système d'information, bon, qui est l'Arlésienne, hein, et des établissements qui ne veulent pas. Parce que le système d'information permet de transmettre, mais il protège aussi les établissements. Il les protège parce qu'ils n'ont absolument pas envie qu'on ait accès à leur système et ce qu'il y a dans leur système d'information. Parfois, il y a eu des investissements lourds, hôpital 2007 et 2012, ou peu importe. Et on a presque intérêt à ce que le leur arrive au bout de sa logique pour pouvoir le remplacer plutôt que de l'interfacer. Alors, je ne vais pas être long. Il y a 3 points que je voulais souligner. Vous voyez que je ne suis pas très technique par rapport aux exposés précédents. Ce qui m'est apparu important, c'est 3 choses. Il ne faut pas penser à la place de l'autre. Alors, ça paraît évident, mais quand on dialogue avec des médecins généralistes, avec des médecins spécialistes, avec des médecins militaires, avec des médecins de privés, il ne faut pas imaginer à sa place. Quand on a rencontré, juste une petite chose, on a rencontré les médecins généralistes parce qu'ils ne recevaient pas assez le courrier, messagerie sécurisée, enfin tout le système. Et on avait imaginé un truc pour eux. Quand on les a rencontrés, c'est pas ce qu'ils voulaient. On s'est aperçu que ce qu'on voulait leur offrir, ce n'était pas leurs besoins. Le deuxième, sur un territoire, c'est qu'il nous apparaît que le système ne peut bouger qu'en entier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites bouger, qu'on voit qu'un CHU a comme le pouvoir de faire bouger son environnement, il faut prévoir comment les autres vont pouvoir bouger et les médecins vont pouvoir retrouver dans un exercice où ils se retrouvent dans leur intérêt professionnel.
Et la troisième chose que je voulais dire, et j'en ai terminé, c'est qu'il est aussi essentiel que la population garde une lisibilité sur l'évolution du système de santé. C'est ce qui est évoqué dans la loi de santé là, sur le système d'information publique. À mesure, il faut informer, parce qu'ils ont besoin de savoir à qui s'adresser, comment, en fonction des heures, en fonction des spécialités. J'ai terminé. Merci Bertrand. J'ai envie de te poser, était extrêmement concis, mais deux questions. La première, tu as parlé d'un professeur de gastro, mais comment dans l'exercice normalement spécifique du PUPH, dont je rappelle ce triptyque fondateur qui est le soin, l'enseignement et la recherche, tu as parlé du soin, tu as un petit peu parlé de l'enseignement, mais par la formation des internes. Comment cette dimension d'enseignement et de recherche peut être un peu intégrée aussi dans cet aspect de territoire? Est-ce qu'on peut marier quand même les choses? Alors, on peut marier les choses. On peut marier les choses dans le fait qu'à partir du moment où les soins, les systèmes de soins, les unités, les services sont stabilisés, on peut y injecter des internes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait après, on a fait suivre, la recherche a suivi les soins. C'est-à-dire qu'on a un centre on a un des premiers CIC, un centre d'investigation clinique de France à Brest, c'est une chance. Et on a créé une fédération de recherche clinique qui a permis de saupoudrer dans les différents hôpitaux des attachés de recherche clinique qui ont renforcé toutes les cohortes sur les projets de recherche. Ça, c'était extrêmement. Ça s'est fait il a fallu 2-3 ans pour que ça se fasse. Et ça, c'est extrêmement intéressant. D'accord. Deuxième question, pour moi, la durée. C'est-à-dire que la fusion avec Carré, elle a 5 ans maintenant, 4 ans 2009. 2009, 5 ans. Bon, il n'en reste pas moins que ça reste une petite maternité, ça reste un petit hôpital. Est-ce que, parce que pour beaucoup, après avoir accepté d'être mangé par l'ogre brestois, les gens considéraient, bah, ça y est, c'est gagné pour l'éternité. Est-ce que dans la durée, comment on peut gérer des opérations comme ça, assez complexes? Est-ce qu'il faut définir des exceptions territoriales sur lesquelles on est intangible, on dit c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement parce qu'il y a un vrai besoin territorial, ou est-ce que demain la maternité de Carré peut aussi fermer et ce ne sera pas forcément un drame pour la santé publique? Comment tu vois les choses? La maternité de Carré, c'est comme l'affaire Dreyfus, au CHU. C'est-à-dire qu'on va en parler, ils en ont parlé. Et si je disais ici que la maternité de Carré peut fermer un jour et que le maire de Carré la prenne, ça se passerait très mal. Bon, alors... Le maire de Carré, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Christian Troidec. C'est le chef des bonnets rouges, là, en ce moment, hein. Vous l'avez vu, et le créateur en partie du festival des vieilles charrues. Ah oui, mais ça, c'est une réussite, ça. Ouais. Donc Bien sûr. Bien sûr, ouais. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Non, mais alors, sur un hôpital isolé, Carré est véritablement isolé. Ça, il y a une exception, Carré est véritablement isolé. Moyennant quoi, Carré, c'est une population de personnes âgées, surtout. Il y a des enfants, mais c'est toute une population. Donc, les enjeux sur Carré, c'est la gériatrie, c'est tout ce qui tourne autour de la gériatrie, c'est-à-dire la dépendance, c'est le SSR, c'est pas la maternité. Alors, un directeur d'ARH en son temps a essayé de transformer l'hôpital de Carré de façon assez brutale. On a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire que fermer la maternité de Carré, c'est savoir si on peut payer une compagnie de gendarmes pendant 6 mois à Carré. Bon, en gros, c'est ça. Mais on essaye de faire glisser le modèle de l'hôpital progressivement, c'est-à-dire en renforçant le SSR, en diminuant un peu la chirurgie. On est en train de diminuer la chirurgie, en augmentant la médecine ambulatoire, en augmentant les consultations de médecine spécialisée. Mais on a toujours la maternité. Qui fait maintenant 270, enfin voilà. 236 accouchements l'an dernier. En plus, là, 260. Moi, quand il y a des jumeaux, c'est formidable. Patrick veut poser une question. Je vous remercie de ce discours que nous portons de plus en plus tous. C'est d'écouter l'autre pour pouvoir construire, pour pouvoir essayer de répondre au territoire. La seule question que ce n'est pas posée, ou je ne sais pas si en France on ne se la pose jamais, ou on se la pose un peu tard, c'est quels moyens on met
pour tenter d'avancer et de construire. Dans les négociations, on négocie quelque chose, mais vous apercevez que l'enveloppe budgétaire, vous ne la connaissez qu'à la fin. Et encore. Lorsqu'on a vu notre collègue infirmière canadienne, québécoise, la première chose qu'ils ont fait, c'est définir le budget. Et à travers ça, à travers ce financement et un peu le business plan, au moins comment on construit un business plan, eh bien, on arrive à avancer. Aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de visibilité. Et donc, il faut que chacun puisse avoir des visibilités. Aujourd'hui, un CHU doit avoir des visibilités sur l'avenir. Mais nous, en tant qu'entreprise, et de pouvoir mailler le territoire et donner une réponse complémentaire ou associée à la vôtre, ça me paraît assez logique. Et malheureusement, même les ARS ne nous donnent pas ces éléments. À moins que le directeur général de l'ARS veuille le répondre. Pas à ce stade, mais il l'a prévu. Voilà. Vérité en Léon n'est pas vérité à Nancy, donc vas-y. Bien, question ? Non. Il se trouve que par hasard, j'ai vécu là 1 an et demi à Carhaix, que j'ai quitté jeudi dernier, au chevet de mon beau-père, hospitalisé, j'allais dire, à 4-5 reprises à l'année. Ouais. J'en sors avec une certitude, c'est que si j'ai un accident à Carhaix, je signe tout de suite la décharge pour ne pas rentrer, pas passer la porte des urgences, parce que je connais trop, malheureusement, la réalité des choses derrière. Pour faire écho à ce que disait M. Fenol, il dit qu'il faut que la population soit au courant et une certaine lisibilité de l'avenir de ça. Moi, la question que je me pose très clairement sur Carhaix, c'est il faut que la population de Carhaix ait aujourd'hui l'information selon laquelle son hôpital est dangereux. C'est une insulte à la sécurité des soins. Et là le Jean-Paul a fait son coming out, il est sorti de... Mais on sent que c'est le vécu. Jean-Louis, et puis... Oui, juste un détail. J'ai vu comment les Italiens ont fermé un hôpital qui était multicentenaire, parce qu'il avait été construit pendant la peste 1300 et quelques, à Montalcino. Ils n'ont jamais dit qu'ils allaient fermer l'hôpital, contrairement à Carhaix. Ils ont simplement d'abord commencé à sortir les meilleurs médecins de l'hôpital de Montalcino ailleurs, qui va se plaindre d'une promotion. Dans un deuxième temps, ils les ont remplacés plus ou moins, plutôt moins que plus d'ailleurs. Ensuite, tout incident arrivant dans l'hôpital était monté dans la presse, jusqu'à ce que la population en procession et à genoux demandasse au bout de 3-4 ans de ce traitement la fermeture de ce truc dangereux. Pour ceux, je ne vais pas faire l'érudit, mais Dante avait choisi Montalcino comme l'expression de l'enfer. Alors, je peux répondre. Voilà. je vous en prie, attendez. Je n'ai pas apporté. Mais c'est un droit de la réponse, qualité ça. des soins à Carhaix entre il y a 5 ans et maintenant, ça n'a rien à voir. Je pourrais le démontrer. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est une population qui, quand même, autour de Carhaix, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture. C'est une population qui est relativement pauvre et qui est relativement âgée et qui sont quand même à 80 km de la première structure de soins. Donc on ne peut pas uniquement fermer leur hôpital au prétexte que l'hôpital soit n'est pas rentable, soit que les soins n'ont pas assez la qualité de celle d'un CHU. Attendez, il y a un problème réel, Carhaix, mais je pense que c'est le cas partout en France. Le problème, c'est le maire. C'est le maire, parce qu'il va défendre son emploi. C'est vous qui l'avez dit. Oui, mais j'assume, en l'occurrence. C'est un journaliste que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui j'ai un différend, mais sur un autre sujet, hein, mais c'est quand même les bonnets rouges. Bon.